la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les titres. Cherté de la vie au Bénin, la CSTB était dans les rues hier pour exprimer son ras-le-bol. Lutte contre le paludisme en Afrique, des professionnels de la santé venus de différents pays d'Afrique sont en atelier à Cotonou depuis mardi. Quelle est l'importance de la mer? Restez avec nous pour en savoir plus. Quelles pourraient être les causes de l'infertilité chez l'homme et la femme? Élément de réponse dans ce journal. Le sport et les informations au plan national seront au rendez-vous. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Je l'annonçais en titre, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Cotonou et environ, la Confédération syndicale des travailleurs a tenu sa marche de protestation contre la faim et la vie chère au Bénin, même si ce n'était pas le grand engouement enregistré le 11 mai dernier avec les 4 autres confédérations syndicales. Les militants de la CSTB ont répondu tout de même à l'appel de leur leader Kassa Mompo. Suivez les réactions de quelques militants dont le secrétaire général de la CSTB. Aucune loi ne peut remettre en cause la liberté de manifestation au Bénin. C'est reconnu au Bénin, reconnu au plan international. Dans tous les pactes que le Bénin a signés, il est reconnu qu'il n'y a pas autorisation pour marcher. Il y a liberté de manifestation. C'est ça que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Nous marchons contre la faim, nous marchons contre la vie chère, nous marchons contre les arrestations et détentions arbitraires. On peut citer entre autres la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail. La loi portant exercice de droit de grève qui criminalise la grève pour les secteurs de la santé, du transport et des hydrocarbures. Le statut général de la fonction publique, le code d'éthique et des valeurs de l'administration, etc., ont rendu l'emploi précaire. Pour museler le peuple, arracher des acquis et empêcher la jouissance des libertés syndicales et démocratiques, les lois sur le numérique, des dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal et des lignes rouges ont été tracées dans la ville de Cotonou et aux alentours. L'atelier de partage d'expériences sur l'introduction du nouveau vaccin antipaludique débuté mardi 21 mai 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou se poursuit pour le compte de la deuxième journée. Les participants ont visité les centres de santé pour observer la progression de la vaccination. Retrouvez davantage d'informations dans ce reportage signé Kamash Eke. L'atelier de partage d'expériences sur l'introduction du nouveau vaccin antipaludique qui a démarré mardi 21 mai 2024 suit son cours normal. Après la première journée consacrée aux attentes des participants et à quelques panels de discussion, les travaux se sont poursuivis mercredi 22 mai 2024. Saka Irené Amoussou, chef service par intérim des interventions à base communautaire, partenariat, plaidoyer, communication du programme national de lutte contre le paludisme. Conformément à l'agenda prévu pour les 3 jours, aujourd'hui, il s'agissait déjà dans la matinée d'organiser une visite de terrain au niveau des centres de santé où l'introduction du vaccin a été faite. Que peut-on retenir des travaux de terrain de la deuxième journée de partage d'expérience? Saka Irené Amoussou, chef service par intérim des interventions à base communautaire. Le constat est satisfaisant. On a noté quand même un intérêt de la communauté. À Tofa où moi j'y étais, la population était nombreuse à sortir avec les enfants pour recevoir le vaccin. L'expérience c'est que les outils prévus pour la collecte d'informations sont disponibles dans le centre et ce qui est prévu en termes de directives est en train d'être respecté. Je pense que c'est une satisfaction. On ne pourra qu'avancer dans cette lancée-là. Les populations sont invitées à adopter le vaccin antipaludique
en plus des autres mesures de prévention. Saka Irené à Moussou. La population a un intérêt particulier pour le vaccin contre le paludisme. Vous savez, le paludisme, c'est la première cause de consultation, c'est la première cause d'hospitalisation, c'est la première cause de décès dans nos formations sanitaires. Et donc, combiner les autres mesures de prévention, c'est-à-dire l'utilisation des moustiquaires, l'assainissement du cadre de vie, le recours rapide aux soins et la vaccination contre le paludisme, l'ensemble de ces mesures aideront certainement le pays à atteindre cette vision d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030. Démarrée mardi 21 mai 2024, cette rencontre des professionnels de la santé venus de différents pays d'Afrique prend fin aujourd'hui, jeudi 23 mai 2024. À présent, on parle des nouvelles au plan national. Le poste de douane de Segbana a accueilli hier une réunion regroupant ministres d'État et certaines autorités nigérianes. C'est l'une des informations de ce condensé de l'actualité présenté par Léa Tawema. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, en collaboration avec le gouvernement, ont pris la décision de reporter la réunion initialement prévue pour ce jour. Selon les informations, elle est reportée pour demain et se tiendra dans la salle de fête des tours administratives à Cotonou. Elle va se dérouler en présence de Abdoulaye Biotiane, ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale. Plusieurs revendications et points seront à l'ordre du jour, surtout la cherté de la vie au Bénin. Et toujours au Bénin, le gouvernement a autorisé la signature d'une convention cadre tripartite entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. L'objectif du gouvernement, selon le communiqué, est de renforcer les capacités de prise en charge des patients dans les établissements hospitaliers, de rendre indispensable le besoin de développer sur place au Bénin des pôles d'excellence dans certaines spécialités pointues en vue de réduire les cas d'évacuation à l'extérieur tout en garantissant la qualité des soins. Pour ce faire, des contrats sont en cours d'exécution pour le traitement des affections cardiovasculaires, des maladies cancéreuses, des soins aux grands brûlés et autres. Une réunion interministérielle de haut niveau s'est tenue hier au poste de douane de Segbana. Cette réunion a pour but de remplacer les interactions sociales et économiques afin d'élargir les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Plusieurs décisions ont été prises. Les deux pays ont décidé de créer un comité conjoint bipartite pour rendre rapidement opérationnel le poste frontière entre Segbana-Bénin et Angoua sous Loira au Nigeria afin de faciliter les échanges commerciaux des pays via le port de Cotonou. Cette grande rencontre a été conduite par Romia Douadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Selon le compte rendu de la séance, la prochaine session de la commission aura lieu mi-juin prochain. La femme occupe une place de choix dans la culture africaine. Une fois maman, elle est élevée au rang de divinité et est omniprésente dans la vie de ses progénitures de par ses fonctions. Une journée est donc consacrée pour célébrer les mères. Pour le compte de la deuxième journée de notre série de reportages sur les mamans, nous vous proposons ce reportage de Huguette Rontoyon sur l'importance d'une mère dans la vie des enfants. Donnent de l'amour, se sacrifient pour le bien-être de leurs enfants et ce jusqu'à leur dernier souffle. Elles, je veux dire les mères. Carmen Rodéou nous parle ici de la sienne qui aujourd'hui n'est plus de ce monde mais qui a beaucoup fait pour elle. Ma mère représente beaucoup pour moi. Elle est l'une des rares femmes que je prends comme modèle à suivre. La seule personne en qui j'ai totalement confiance et elle est la seule personne
vers qui je me tourne quand tout va bien et sur qui je peux m'adosser quand rien ne va. Elle a joué le rôle de mère, d'éducatrice comme toutes les autres mamans, mais sa touche spéciale, c'est qu'elle a su nous orienter sur une voie qu'aujourd'hui, moi je juge la meilleure. Une leçon que j'ai reçue d'elle, elle m'a appris à me contenter de ce qu'on me donne. Elle m'a inculqué le sens de l'humilité et de l'honnêteté. Elle m'a éduquée avec un bras de fer. Aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissante. Ce que je ressens en son absence, je ressens beaucoup de choses. Il y a un grand vide, le vide qu'elle a laissé. Papa ne peut pas combler ce vide. Mes sœurs ne peuvent pas combler ce vide. Personne ne peut combler ce vide. Les jours qui ont suivi sa mort, quand je sors, on a cette sensation qu'en fait, on se promène sans aucune protection. On n'est plus complet. Si elle était vivante, j'allais lui dire « Bonne fête, maman ». Tout ce que je lui dis, j'espère qu'elle l'entend, que son âme l'entend. Je le lui dis avec tout mon cœur. Je lui souhaite d'être heureuse, voilà. Une mère est si indispensable dans la vie de son enfant. Son absence peut alors bouleverser à jamais la vie de ce dernier, et cela qu'il soit fille ou garçon. Ben Agoton a perdu sa mère en mars dernier. Il témoigne de l'importance de sa mère et les difficultés qu'il ressent après son départ. Elle est un dieu sur terre pour moi. Elle s'occupe de la famille très bien. Elle s'efforce pour nous nourrir. Elle s'efforce vraiment pour satisfaire nos besoins. Elle me fait beaucoup de choses, même jusqu'à l'âge que j'ai. Elle peut rentrer dans ma chambre, arranger ma chambre, tout. C'est l'amour d'une mère pour un enfant. Souvent, elle me dit précisément à moi, une fois dans la vie, si tu perds la confiance, j'ai à tout perdu. De garder espoir pour aller de l'avant. Mais le jour que je l'ai perdu, je n'avais pas pris une bonne conscience de son absence. C'est après son enterrement que j'ai compris que sa présence avec nous était quelque chose de grand. Je suis très heureux parce qu'elle m'a donné premièrement la vie. Elle a fait de grandes choses. Elle nous a montré son amour. Et en tant qu'homme, elle me manque à chaque fois. On ne pourrait estimer à sa juste valeur une mère. Le mieux serait de lui démontrer son amour avant qu'elle ne parte. Avec elle, je lui serai toujours fidèle. L'infertilité d'un couple hétérosexuel est l'absence de grossesse après 12 mois à 24 de rapports sexuels complets, réguliers et sans contraception. Quelles sont les causes de ce mal? Suivez cet élément de Romaric Tokwe. Outre les causes hormonales, l'infertilité chez l'homme et la femme peut être causée également par la malpropriété. Kukui Amédée, Reine Dosuyovo et Augustin Kouglo sont respectivement chercheurs, endothérapeutes et spirituels experts de classe exceptionnelle. L'infertilité chez la femme ou chez l'homme est causée surtout par la malpropriété chez la femme et à partir de ses couches. L'homme ne se tient pas au sérieux, il ne prend pas l'hygiène qu'il faut. Il utilise n'importe quel produit pour faire l'amour. Non, après, il y a des répercussions à la longue. Chez l'homme, ça peut être problème d'oligospermie, d'azoospermie. Des fois, la personne est malade. Son problème diffère de celui qui n'a pas l'hormone. L'autre a l'hormone, mais il est infecté. Quelqu'un qui est infecté, le fœtus sera là, il y aura disparition du fœtus. Il y aura une infection qui va créer autre problème au niveau de l'appareil génital de l'homme ou bien de la femme. Le processus pour le traitement de l'infertilité grâce aux biotechnologies varie aussi en fonction du sexe. Augustin Kouglo, spirituel expert de classe exceptionnelle, et Kukui Amédée, endothérapeute. Chez l'homme, il faut directement traiter l'azospermie et l'oligospermie. D'abord, il y a manque de spermatozoïdes. Peut-être qu'ils sont là, sans mouvement, ou bien c'est en faible quantité. Là, il faut tout faire pour que son sperme soit de bonne qualité. Il y a la feuille qu'on appelle Prunonombe, avec comment Désiriglement, Niuboudia. Il y a aussi Pekirekou qui entre en ligne pour le traitement de l'infertilité. Il y a aussi le sel du gros grain. Ce cas-là traite de l'infertilité chez la femme. Mais chez l'homme, vous prenez une bouteille de 1 litre, vous cherchez l'eau et la pulpe du coco vert, vous remplissez la bouteille, vous prenez 4 morceaux de sucre en cube, vous mettez dans la bouteille, vous remuez jusqu'à dissoudre le sucre. Et l'homme, il prend ça toute la journée. Ça finit, il recommence. Tous les jours, jusqu'à finir une dépense de la femme. Et c'est ça que moi j'ai pour moi-même. Et quand j'utilise pour d'autres, ça leur marche. Et il conçoit. Tout comme la médecine moderne, la médecine traditionnelle montre de plus en plus ses compétences dans le traitement de certaines maladies et affections.
À présent, on parle culture. Au panthéon du Vaudou au Bénin figure la divinité Tohoso, reconnue comme garant de la prospérité. Cette divinité est adorée par nombre de vaudouisants béninois et dans plusieurs familles s'y trouvent des enfants dits Tohoso. Notre traditionnaliste maison, Didier Zinsou, nous amène dans cet élément à la découverte du Vaudou Tohoso. Courte de taille ou très courte de taille, parfois condamnés à rester au sol sans pouvoir se lever pour faire des marches. À peine certains d'entre eux arrivent à s'exprimer. Ces traits physiques sont souvent assimilés à la divinité Tohoso. Et tout enfant anormal présentant ces signes est appelé Tohoso. Ces deux personnes rencontrées disent ici ce qu'elles savent de cette divinité. Tu peux mettre un enfant au monde qui soit Tohoso. Tu le sièges en tant que divinité. Tu peux même avorter. Et si le fœtus est un Tohoso, tu l'élèves au rang des divinités en faisant des rituels et en le logeant. C'est ce que je sais du Tohoso. Il donne aussi de la prospérité financière. Ce que je sais, quand quelqu'un met au monde un enfant Tohoso qui est décédé, il doit loger ce vaudou. Et pour le faire, il doit faire appel aux dignitaires de cette divinité. Le parent en prend soin et lui faire des aumônes pour que le vaudou leur ouvre les portes de bonheur. Il rend prospère quand on respecte leurs interdits. Mais si l'enfant Tohoso est vivant, le parent prend soin de lui, le lave correctement. Mais si l'enfant Tohoso est vivant, le parent prend soin de lui et assure qu'il ne manque de rien. L'esprit de cet enfant enrichit ce parent. Wedosi Aglosi Eudes Romaric Adjovi est un prêtre en herbe. Il donne ici un bref aperçu de la divinité Tohoso. La divinité Tohoso fait partie des divinités qui nous influencent, avec lesquelles nous naissons. Particulièrement, c'est une divinité assez différente des autres divinités parce qu'elle se présente sous forme de la royauté. C'est une divinité à qui on ne s'impose pas, c'est lui qui s'impose à toi. Dans même son panégyrique, ça se dit. Maintenant, c'est une divinité qui incarne des individus comme toutes les autres divinités. Et tu fais ton initiation au fin, on peut savoir c'est quel type de Tohoso précisément pour pouvoir te faire les cérémonies. Maintenant, il y a des fois, tu n'es pas né avec, mais tu donnes naissance à ça. Tu donnes naissance, par exemple, à un enfant anormal qui présente des modifications génétiques. Il peut arriver qu'un avortement soit ça aussi. Et que représente le vaudou Tohoso? Le prêtre en herbe répond. Principalement, c'est la divinité de prospérité. Il y a des explications spirituelles qui disent même que les autres divinités, comme Dan et autres, n'ont même pas la prospérité. C'est le Tohoso là qui le leur passe et eux, ils vont donner à leur influencer. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes désirent devenir juste adeptes de ça alors qu'on est avec. L'entité Tohoso n'est pas que pourvoyeuse de richesses. Elle est aussi protectrice, a-t-il conclu. Un projet de loi du gouvernement prévoit de reconnaître la nationalité béninoise aux afro-descendants, justifiant d'une origine africaine particulièrement liée à la traite négrière. Le projet de loi déjà validé en Conseil des ministres le 8 mai dernier souligne qu'est afro-descendant toute personne qui, d'après sa généalogie, a un ascendant africain subsaharien déporté hors du continent africain dans le cadre de la traite des Noirs, une initiative qui réjouit plus d'un. C'est le cas de Ange Degor, troisième du nom, américain d'origine togolaise qui a quitté le continent il y a une trentaine d'années. Au micro de Ginette Fleur-Adandé, il se réjouit de la décision prise par le nom et entend apporter son expertise dans le domaine pour la réussite de ce projet. Cette décision est une première en Afrique francophone. Ainsi, le Bénin est en train d'écrire l'une des plus belles histoires culturelles franco-africaines, celle d'être le premier État francophone africain à officiellement naturaliser les afro-descendants. C'est vraiment une belle façon très magistrale de démontrer et de sceller le lien d'affiliation entre les petits-enfants des déportés et ceux restés sur le continent. Cette décision donne corps à ce sentiment d'appartenance qui ne dit pas son nom, longtemps recherché par bon nombre d'afro-descendants lors de leur voyage en Afrique. C'est une main tendue. Voilà une occasion offerte aux afro-descendants aussitôt naturalisés de pouvoir participer au développement de leur terre ancestrale. Demain, nous pourrons voir des afro-descendants dans le secteur public et privé. Nous avons ici aux États-Unis des Américains d'origine africaine ou caribéenne, maires, députés, conseils municipaux. En Europe, certains sont même nommés ministres d'État. Alors, nous pouvons
aussi faire de nos afro-descendants des citoyens à part entière. Vous-même, vous êtes porteur de plusieurs projets dans le sens de ramener tous les afro-descendants en Afrique, fouler la terre de leurs ancêtres. Parlez-nous de ces projets-là. En effet, depuis quelques années, la fondation Story by Roots, qui est l'une de mes structures basées ici aux États-Unis, travaille d'arrache-pied avec une équipe dynamique sur un projet panafricain intitulé Afro Roots Village. Ce projet a pour but de construire un village urbain de retour pour les afro-descendants dans plusieurs États côtiers d'Afrique. Et dans ce petit village urbain, The Gate of Return, la porte du retour, verra jour. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous remarquons les sites sur lesquels se trouve la porte du non-retour, comme au Sénégal, au Ghana et au Bénin chez vous, pour ne citer que cela. Pourquoi pas la porte du retour? Comme nous sommes à l'ère du retour, nous avions pensé à construire des sites où se trouverait la porte du retour. Ceci démontre la force et la volonté d'aller de l'avant après ce crime commis contre nos ancêtres. Avant ou après les moments de recueillement et de commémoration, des arrière-petits-filles et petites-filles de nos ancêtres arrachés à notre affection et réduits à l'esclavage. Il est de notre devoir en dignes fils et filles d'Afrique d'accueillir et de célébrer, selon nos us et coutumes, toute personne d'ascendance africaine en visite sur la terre de nos aïeux. C'est une célébration de la victoire sur le mal. En passant, nous sommes plus que persuadés que ce projet phare panafricain de notre fondation repositionnera sur l'échiquier mondial ces États africains qui y participeront et surtout lequel s'y portera volontiers d'être l'hôte de son QG. En quoi vos projets peuvent-ils être bénéfiques pour le Bénin? Écoutez, madame, les retombées de notre projet au Bénin, si toutefois ils voient jour, seront à plus d'un titre. Plusieurs secteurs connaîtront inéluctablement une croissance à court, moyen et long terme, entre autres le tourisme et surtout la culture, le commerce, l'industrie, l'entrepreneuriat, l'éducation et la santé, et bien sûr la santé. Quels sont les atouts dont vous disposez, par exemple, dans le cadre de ces projets? Et oui, les atouts dont nous disposons sont énormes. À travers notre agence de lobbying Badef Club, nous pourrions avoir à nos côtés le fondateur de certaines compagnies qui font le test de l'ADN ancestral, en l'occurrence Dr. Rick Kiros et Dr. Gina Page de African Ancestry. Aussi, certaines célébrités qui ont retrouvé une partie de leur origine ancestrale au pays du roi Béanzin, comme M. Sean Carter, connu sous le nom de Jay-Z, qui selon son test ADN ancestral retrouve ses origines au Bénin et au Nigeria. Aussi, certains responsables du plus vieux et large caucus afro-américain, ici aux États-Unis, créé en 1909 avec à peu près 300 000 membres à son actif issus de divers secteurs d'activité que l'on peut s'imaginer. Un mot de fin. Et oui, nous félicitons très vivement les autorités béninoises et en tête le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, pour cette initiative décisive de naturaliser non seulement les afro-descendants qui ont pour racine ancestrale la terre des Amazones, mais aussi ceux et celles qui peuvent tout simplement démontrer après leur test ADN ancestral une origine ancestrale africaine. Cet appel laisse le choix à quiconque d'ascendance africaine de découvrir ou de redécouvrir et renouer avec ses aïeux africains à partir du Bénin, mais pouvant peut-être aussi contribuer à l'essor de son développement. Nous, à Story by Roots, nous serons plus que disposés et ouverts à mettre à la disposition des autorités béninoises notre expertise et carnet d'adresse afin de permettre à ce pays berceau de la spiritualité africaine de détenir le leadership dans le processus du retour des afro-descendants en Afrique francophone, et comme le Ghana voisin l'est parmi les États anglophones d'Afrique. À présent, la page sport en Super League Pro, Lotto Popo à nouveau en tête. Les résultats de la 18e journée de ce mercredi avec Pacom Noumovi. Les stades béninoises étaient ce mercredi le théâtre des matchs de la 18e journée du championnat. Dans le nord du pays, Dadier FC affrontait Damissa. Une rencontre très disputée qui a cependant fini sur un score de parité 1-1. Ariel Komi a ouvert le score pour Dadier FC à la 14e minute, mais Majid Adam a égalisé à la 53e minute.
Ce résultat permet à Dadier FC de repartir avec un seul point portant leur total à 34 points, mais ils perdent leur place de leader de la Super League Pro au profit de Loto Popo FC. Loto Popo, en battant Bani Gansé 2-1, égalise en points et prend la tête grâce à une meilleure différence de but, plus 11 contre plus 9 pour Dadier FC. Pendant ce temps, Coton FC maintient la pression sur les leaders en battant Ayema FC 1-0, atteignant 33 points juste, un point derrière les deux premiers. La prochaine journée s'annonce palpitante avec ce trio en tête. Dans les autres rencontres, Dynamo FC s'est assuré une place dans le carré d'AS en dominant les Cavaliers de Niki 1-0. Aspac FC a remporté une victoire serrée 3-2 contre JS Pobet à Tofo. Et Espoir FC a battu Takuné FC 2-1. AS Sobemap a pris l'avantage de 1 sur AS Cotonou. Le classique entre Requin FC et Dragon FC s'est terminé sur un score nul et vierge 0-0 partout. Football, restons-y. L'Atlanta Begem remporte l'Europa League et met fin à la série d'invincibilité du Bayern Leverkusen. Paco Noumonvi nous dit plus sur cette surprise soirée d'hier. L'invincible Bayer Leverkusen a fini par chuter au plus mauvais moment. Le nouveau champion d'Allemagne a complètement craqué en finale de Ligue Europa. L'Atlanta a créé la sensation ce mercredi soir à l'Aviva Stadium de Dublin après sa large victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa. Face à une équipe allemande en manque de fraîcheur et inhabituellement impuissante, les Bergamasques en ont parfaitement profité pour nettement dominer leurs adversaires tant sur le plan tactique que physique. Ademola Lookman, l'attaquant nigérien, a choisi le soir idéal pour décrocher un triplé inoubliable et devenir le héros incontestable de la finale. La montagne leverkusen de Xabi Alonso est donc finalement tombée après 51 matchs d'invincibilité et l'Atalanta de Gian Piero Gasperini en est le fier bourreau pour le tout premier titre européen de son histoire. On change de discipline pour parler basketball avec Boston Celtics qui, dans la nuit du mercredi dernier en NBA, a arraché la victoire contre Indiana passée en prolongation. Quel premier match dans cette finale de la conférence Est en NBA. Boston, qui accueillait Indiana, s'est imposé 133-128 buts après prolongation. Jaylen Brown a notamment inscrit le tir de l'égalisation à 5 secondes de la fin pour envoyer les deux équipes en prolongation. Dans cette dernière, Jason Tatum a scoré 10 des 16 points des Celtics et permis aux siens de s'imposer sur le fil. Le match 2 de cette finale est prévu dans la nuit de ce vendredi à 2h du matin. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Merci à Parfait, à Fodéo et Samuel Kora pour la collaboration technique et éditoriale. Au micro, je suis Confiance Nouanti. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.